Les 20 ans des Volleyades, c'est ce week-end à Angers. On a le plaisir d'être ici au gymnase Atlantis 2. Alors on n'est pas à Angers même, on est au Pont de C, mais à proximité directe d'Atlantis. Si vous nous rejoignez, soyez les bienvenus pour cette compétition M15 garçons, M14 filles. On s'intéresse aujourd'hui à la catégorie féminine. On a évidemment des soucis d'organisation, de mettre les féminines sur un terrain pour toute la journée, des soucis d'avoir les masculins demain sur ce même terrain. Et puis dimanche, évidemment, vous ne manquerez rien des finales, les filles, les garçons, les matchs de classement, les petites finales. On va s'intéresser au dernier match de cette journée, celui de la poule L, une poule de brassage. L'un des derniers matchs, alors ça se finira demain matin tôt, mais ces filles quitteront le gymnase pour aller jouer dans une autre salle. Donc c'est le dernier match féminin avant la finale. On aura une affiche entre Île-de-France 3 que l'on a déjà pu voir à deux reprises aujourd'hui, qui s'est brillamment qualifiée dans la poule E. Elles auront face à elles l'équipe qui s'est classée deuxième de la poule D, l'équipe Auvergne-Rhône-Alpes 1. Un dernier match, coup d'envoi à 18 h d'ici quelques petits instants, où évidemment il va falloir performer du mieux possible pour avoir le meilleur tirage possible ensuite pour les quarts de finale, les différents matchs de classement qui se dérouleront à partir de demain après-midi et dimanche. Pascal Bonhomme, vous êtes toujours avec nous, vous avez rempilé pour un match supplémentaire, je vois. Avec plaisir, je passe un très bon moment avec toi. Alors moi j'ai eu le plaisir de découvrir cette équipe d'Île-de-France 3 ce matin. C'était un grand plaisir de les voir briller face au Grand Est, puis de briller également face au Hauts-de-France 2. C'est peut-être un peu l'équipe surprise, celle qu'on attendait le moins dans cette poule, avec un effectif de jeunes joueuses, certaines joueuses avec des gabarits très intéressants, mais plutôt débutantes sur la composante volley. En tout cas, des filles qui ont une vraie envie, une vraie combativité. On a découvert les talents cachés de Chloé Asquette, la numéro 9 au service, qui a fait un tabac à 11 partout au tie-break pour faire gagner son équipe 15-11 contre le Grand Est. Bref, vous allez voir, c'est une équipe assez particulière, un peu dans le registre de ce qu'on a vu du côté des Hauts-de-France tout à l'heure. D'accord, moi en tout cas, ce que je note, c'est que c'est sur le passage à la chauffe, enfin au filet, pardon, c'est une grosse capacité offensive. Je note aussi des particularités dans les effectifs avec la présence de la fille d'un très très grand joueur qui était Dominique Daquin. Sa fille qui est que Benjamin et que vous pouvez voir portant le numéro 4. Si vous dites ça, ça veut dire qu'elle a un potentiel à faire comme certaines joueuses que l'on évoquera ce soir, 3 fois les Volleyades. Ouais, je ne vais pas m'enflammer, mais je lui souhaite une très belle carrière parce que arriver à faire autant d'expérience, accumuler autant d'expérience sur les compétitions. Elle était déjà là au mini Volleyade l'année dernière, je l'avais vue, elle avait peu joué, mais par contre elle était déjà intéressante. C'est elle justement qui passe au filet. Elle est en 2012 et elle est issue du club de Villefranche Beaujolais. Ouais, sans être un grand spécialiste, on l'a vu a priori s'échauffer du côté du poste de central, ce qui correspondra à son gabarit. Je pense, en tout cas, elle peut être exploitée sur ce poste-là. Avec son jeune âge, c'est un peu difficile de lui donner plus de responsabilités, mais je pense que d'ici 1 an ou 2 ans, on pourrait la voir évoluer sur un poste de pointu en fonction de son évolution physique, je pense, pas morphologique mais physique. Ouais, et puis j'ai eu la chance en passant là pour monter jusqu'au poste commentateur de passer derrière la table de marque au moment où il y a eu le toss, vous savez, ce tirage au sort où on convoque les capitaines. Et c'est assez marrant, on parle depuis le début de la journée de l'importance du service récep dans cette catégorie M14 filles. Au moment où la capitaine libéraux de l'équipe Île-de-France a gagné le toss, elle a tout de suite dit avec un grand sourire « mais je prends le service hein. ». Oui. Évidemment, donc on sait l'importance de bien servir et de surtout bien servir dès le début du match pour peut-être avoir aussi un petit ascendant psychologique. Ça peut jouer, le côté émotionnel, on l'a évoqué lors du match précédent. Tu as tout compris au volleyball julien, puisque en fait c'est vrai que quand on commence un match au service et qu'on peut-être qu'on fait une série, qu'on appelle une série, c'est-à-dire être capable de faire plusieurs services d'affilée, on met tout de suite la pression à l'adversaire. Donc et c'est sûr que dès qu'on prend, si on prend la récep et qu'on prend directement on a des difficultés à réceptionner, on doute tout de suite. Donc c'est sûr que le choix du service est très intéressant. Quand une équipe prend le choix de la réception, c'est qu'en général elle est très très forte à l'attaque. Voilà. Donc les deux équipes sont à l'échauffement, on sent vraiment une grande envie de frapper dans ce ballon, d'offrir un gros spectacle au niveau offensif, et on sent que ça va frapper un peu dur là. Ouais, service comme à l'attaque. On approche de la fin de l'échauffement, le match devrait commencer d'ici 1 à 2 petites minutes, l'occasion de revenir aussi sur le parcours d'Auvergne-Rhône-Alpes qui était dans un autre gymnase ce matin dans la poule D. Une première victoire face à la Normandie, 25-9, 25-19.
Et puis une deuxième match qui s'est conclu par une défaite, c'était face à l'équipe PACA 2 qu'on a vu juste précédemment, 25-16, 25-20, donc une équipe qui a accroché PACA 2 mais sans pouvoir rivaliser et qui avait remporté son premier match, ce qui explique qu'elles sont qualifiées dans cette poule de brassage, cette poule L, et qu'elles vont se retrouver face à une équipe Île-de-France 3, on vous l'a dit, assez surprenante, qui a gagné au tie-break face au Grand Est et qui s'est imposée en début d'après-midi face à l'équipe 2 des Hauts-de-France. Donc on peut éventuellement envisager une équipe d'Île-de-France très sereine puisqu'elle vient de faire une très bonne performance en fait, hein, donc en confiance on va dire. Ouais, certainement au-delà des espérances, parce que quand vous voyez le calendrier tel qu'il est fait, vous savez dans ces poules on essaye de donner des niveaux. Il y a une équipe qui est tête de série 1, une tête de série 2, une tête de série 3, on commence par 1 contre 3 et dès le début de la journée elles ont battu le Grand Est qui était un petit peu favorite sur le papier, donc ça peut galvaniser. Qui est une grosse région du volley, donc c'est sûr que c'est flatteur pour eux et c'est en tout cas c'est très encourageant pour la suite de la compétition de commencer comme ça. Et puisque je vous vois, Pascal, trépigner d'impatience à l'idée de découvrir le corps arbitral, je n'y résiste pas. Le premier arbitre de ce match, Félix Gottschalk de la région Pays de la Loire, il connaît parfaitement les lieux, il est quasiment à domicile et il aura avec lui un arbitre d'expérience que vous connaissez, Noé Padjanian, qu'on voit déjà depuis le début de la journée, qui a officié en premier juste avant et qui lui sera associé. Voilà pour le corps arbitral, j'espère que votre curiosité est satisfaite. Voilà, moi je souhaite la bienvenue à Serge Maroto, que j'ai l'impression de voir au loin dans la salle, qui est un grand technicien et qui est entraîneur actuel du pôle de Châtenay en féminin. Donc je pense qu'il vient voir aussi ses ouailles. Il doit avoir quelques filles de l'Île-de-France qui doivent être sous son chapeau ou entre ses mains en tout cas. Et voilà, un grand technicien du volleyball et voilà, j'espère qu'il verra comme nous un très beau match. Mais je ne résiste pas à l'idée de vous dire qu'il a chauffé votre siège ce matin lors du premier match, puisqu'il était mon consultant lors de la victoire d'Île-de-France sur le Grand Est. Et ben vous aviez beaucoup de chance. Allez, du côté de l'Île-de-France, c'est la passeuse, la numéro 3, Lara Regine, qui est derrière la ligne de service, prête à engager ce match. Le dernier de cette première journée de vendredi ici. On se retrouvera demain matin à partir de 9h30, même horaire. On aura des garçons cette fois-ci sur le terrain principal. Et puis juste avant le coup d'envoi, on vous donne le rendez-vous ce soir. La deuxième émission consacrée aux 20 ans des Volleyades. On se concentrera sur la rétrospective des éditions 2011 à 2016. Avant de finir demain avec les éditions les plus récentes, celles qui ont eu le plus grand nombre de changements, les rétrospectives 2007 à 2014. Changement de catégorie chez les filles, changement lié aux grandes régions et des creux qui se sont retrouvés fusionnés. Alors ça a été le cas pour le Grand Est qui a fusionné 3 CRE, la Bretagne qui est restée à l'identique, on a eu pas mal d'exemples différents, et puis le Covid qui est venu couper tout ça avec 2 éditions qui ont été supprimées. Ce sera pour l'émission de demain soir. Beaucoup de changements qui, on espère, fera évoluer le volleyball. Ouais, toujours avec ce même objectif de détecter les potentiels, de faire une revue d'effectifs, mais aussi de voir les jeunes en situation en compétition. Un premier ballon qui va pas pouvoir être attaqué là par l'Île-de-France. Effectivement, on retrouve Jaina Daquin titulaire. Au centre du filet avec le numéro 4. Avec une faute pour le moment de l'ailière de la sélection du Aura. Lara Regine. Au service, la jeune passeuse qui a fait un bon travail sur les 2 matchs remportés par son équipe ce matin. Comme on disait tout à l'heure, un très bon service aussi. Voilà, je comprends sa joie d'avoir choisi le service puisqu'on est déjà à 2-0 en essayant de mettre, les entraîneurs en général mettent le meilleur serveur pour commencer la partie ou éventuellement cherchent à avoir leur meilleur serveur sur la fin du match. Et on a eu une belle attaque qui est passée entre les 2 bloqueuses et la série qui se poursuit pour la Lara Regine. Ouais, ballon de relance, même pas. Alors ça, c'est un ballon, c'est une manchette d'attaque. Ça, c'est assez dingue. C'est ça, et ça surprend l'adversaire. C'est vrai que quand on voit la qualité de réception qui était très très moyenne, on ne s'attend pas à ce que l'adversaire puisse faire le point. Et il faut rester toujours vigilant, en tout cas, et toujours suivre l'adversaire pour ne pas se faire surprendre. Ouais, en tout cas, c'était pas académique, mais ça noircit la feuille de stade de Élise Laric. On la retrouve au service, la jeune numéro 5 de cette sélection, Auvergne-Rhône-Alpes. Bonne défense de Linon Langard.
Voilà, Et la petite fin, quart de terrain. de prise de balle quand même de Jayana. C'est assez impressionnant. Elle est encore du mal à maîtriser tout son corps en fait. Hein. C'est évident que quand on est benjamine et qu'on mesure plus d'1m80 voire 1m85, il y a des problèmes de mobilité et de motricité. Ouais, et puis vous vous levez le matin, vous avez pris 2 cm et il faut tout recommencer. C'est ça. Et puis le corps il fait souvent mal à cet âge-là, donc il faut aussi l'éduquer, en prendre soin. Mais elle est plutôt très habile avec une passeuse qui lui fait vraiment confiance puisqu'elle a déjà eu 3 ballons depuis le début de cette partie. On est donc à 3-2 pour la sélection Aura. Ouais, Margot Franck qui est la passeuse de cette équipe avec le numéro 6. Ouais, bon service et la capitaine et libéraux de l'Île-de-France prise à défaut là dans la zone de conflit un petit peu entre Liselotte Noiret et Rania Esgaillère. Alors après, il faut savoir, il y a souvent on donne des priorités en réception. La 12 devrait prendre à sa gauche, la libéraux devrait prendre à sa gauche pour libérer les joueuses avant. Donc la libéraux n'aurait pas dû aller prendre cet espace-là. D'où la faute. Alors ça, j'ai aussi l'impression, alors je me positionne vraiment d'un œil neutre, qu'en fonction de vos appétences de techniciens, de techniciennes, la philosophie est un peu différente puisque j'avais un consultant, et si je dis pas de bêtises, c'est Kevin Lemintec qui m'a dit ça, que quand la libéraux et une joueuse de chance se retrouvent en conflit sur la phase de récep, on donne plutôt priorité à la libéraux dont c'est le métier. Vous êtes plutôt sur le côté. Alors en fait, c'est pas qu'on est sur le côté, c'est qu'on essaye en fait de donner une priorité pour dire moi je prends par exemple la numéro 12, elle devrait prendre devant elle et sur sa gauche. La libéraux devrait prendre devant elle et libérer le côté gauche pour en fait permettre à la réceptionneuse attaquante d'être libérée et de ne pas venir aller jouer sur son côté droit pour aller attaquer à gauche. Donc en fait c'est pour optimiser le système. Voilà. Mais c'est vrai que la libéraux lui demande d'être la patronne en fait de la ligne arrière. Mais pour ça, vu le gabarit actuel de la libéraux de l'Île-de-France, elle a une envergure qui est quand même pas assez grande pour pouvoir occuper un espace important. Du coup, vaut mieux donner des priorités. Voilà. Quand on a un grand libéraux qui peut prendre plus d'espace, ou à la limite, moi j'aurais demandé à la libéraux de se coller plus sur la joueuse numéro 12 pour aller chercher plus d'espace. Mais aujourd'hui, on attend un peu qu'elle prenne plus de responsabilités. Vous voulez dire que vu son envergure, Liselotte Noiret, la libéraux d'Île-de-France, c'est compliqué d'appliquer le système moi seul? Oui, c'est parce qu'il y a plus de déplacements en fait. Il va lui falloir une vitesse de déplacement assez importante pour occuper un grand espace. Allez, 6-3 en faveur de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Cette sélection Aura qui entame bien ce match. Et un bon service. Super service avec une vitesse impressionnante. La réception qui tient bien et Chloé Asquette qui parvient à faire le point avec ce petit ballon déposé derrière la bloqueuse. Donc on a 4-6 pour la sélection Aura. Vous n'avez pas encore vu Chloé Asquette servir. C'est elle qui a fait les 4 derniers services du match contre le Grand Est. Vous allez voir. Et je vais vous demander votre avis, Pascal, un petit peu sur son service, sa technique. D'accord. Ouais, c'est un espèce de se matcher comme elle peut. Après, mais c'est efficace. J'ai pas eu le temps de regarder la préparation qu'elle avait, mais souvent on prépare avec le bras opposé à la frappe et je pense qu'elle fait. Alors tant mieux si on peut recommencer comme ça. Exactement, il y a un ballon qui roulait sur le terrain, on va remettre. Parfait, merci Julien. Alors si j'ai bien écouté ce que m'ont dit les techniciens qui l'ont déjà observé, ils parlaient d'une épaule gauche un petit peu basse, ce qui explique ce geste atypique. Et vous avez l'œil bien affûté. Et voilà, en fait, elle lance avec la même main que la main de frappe. Du coup, il y a un problème d'équilibre, on va dire. Du coup, elle a du mal à... Je pense qu'elle n'est pas capable de servir à n'importe quel endroit, en fait. Parce qu'elle n'utilise pas, du coup, son bras gauche pour s'équilibrer. Mais par contre, ça pourrait être une bonne serveuse matchée, puisqu'elle utilisera le même bras de lancer et de frappe. Alors, elle a surtout servi 2 fois ce matin en accrochant la bande, ce qui lui a permis de faire 2 ailes sur ses 4 derniers services. Et c'est vrai que pour Jérémy Findéré et le staff alsacien, enfin le staff du Grand Est, pardon, c'était pas au meilleur moment pour eux à 11 partout dans le tie-break. C'est sûr. Et souvent l'atypique permet aussi de créer la surprise et du coup de cumuler des points en fait. Allez, 8-4 pour la région Auvergne-Rhône-Alpes et on retrouve Jayana Daquin au service. Club de Villefranche. Très bon service avec une bonne rotation du ballon. Le ballon qui navigue sur la bande du filet, qui reste en vie. Un ballon difficile à négocier quand il monte aussi haut.
Un bon placement de la passeuse, une qualité de passe vu la situation minimale dans laquelle elle se situe. Ouais, défense un peu miraculeuse d'Inaya Gleelo, le bon bloc. Un deuxième très bon bloc d'Océane Diavenda. Un bloc bien placé, mais c'est sûr que la balle était très intérieure. Donc l'attaquante, on ne peut pas lui en vouloir. Elle n'avait pas beaucoup d'autres solutions que frapper intérieur ou diagonale en tout cas. Et on retrouve Anne-Sara Boli au service. Serait-ce de la famille? Vous mènerez l'enquête, Pascal, et on aura toutes les infos. Alors, à partir de là, il faudrait qu'on croise les doigts désormais pour qu'Île-de-France 3 se retrouve en finale dimanche. Il reste encore un petit peu de chemin, mais pourquoi pas. Pour avoir élucidé cette... Et elles reviennent petit à petit. Plus que 2 points de retard. 8-6 en faveur de la région Aura. Pour l'instant, ce que je peux constater, c'est une grande qualité de service bloc pour l'équipe Île-de-France et une très bonne qualité de jeu au centre en fait pour l'équipe. Et donc, il prend moins de risques en jouant à l'aile et souvent la passeuse de nos centres est assez efficace et défendent plutôt bien. Ouais, l'attaque bras gauche de Margot Franc. Et un ballon rendu, on va pouvoir reconstruire ça proprement. Avec Élise Larrey qui cherche là-bas au poste 4, Linon Langard. Ça reste dans le filet. Cette fois, elle avait les moyens d'attaquer soit la ligne, soit diagonale. Peut-être elle était un petit peu trop poussée hors mire et du coup, elle a eu du mal à négocier ce ballon. Mais en tout cas, la passe était bien poussée à la mire, donc, contrairement à l'action précédente. Et la série qui se poursuit pour Anne-Sara Boli. Service plutôt court pour varier un petit peu les profondeurs. Et là, c'est la fameuse miscommunication, comme disent nos amis anglophones, entre Lara Eregin et Océane Diavenda. 9-7. Très bon service, un peu trop long. Elle la prend un petit peu derrière elle, donc, du coup, elle ne peut pas gérer la profondeur, mais c'est un très bon service, bien tendu. Difficile à évaluer d'ailleurs. C'est un ballon qui est passé proche de la ligne du fil. Trajectoire très tendue mais trop profond. Et on revient à 9-8 avec Inaya Gleelo qui n'était pas titulaire lors du deuxième match tout à l'heure. Elle était rentrée en cours de match et elle avait contribué à la victoire des siennes face aux Hauts-de-France. Il sert se matcher à ce niveau-là, c'est plutôt intéressant. C'est pas encore complètement maîtrisé, hein, on sent, mais c'est peut-être elle est plus à l'aise sur un service matché que sur un service pied au sol. Voilà, à voir sur le second service. Pour l'instant, c'est un petit peu. Il faudrait qu'elle laisse partir son ballon un petit peu pour être obligée de le rattraper. Alors que là, elle est un petit peu sous son ballon. Donc si elle veut servir mieux, il faut qu'elle. Ah, c'est pas vraiment un service matché, c'est un service sauté flottant avec une frappe un peu enroulée. C'est un petit peu service hybride, on va dire. Le ballon qui est rendu dans le dos de la passeuse. Et le bon bloc là qui a été dressé par Lara Eregin et Océane Diavenda. Malgré un bon engagement à l'attaque de la numéro 5 de Aura, Élise Laric, du club de la Vallée de la Grèce. Très bon club formateur aussi que j'ai souvent croisé, qui avait fourni beaucoup de joueuses à la détection nationale. Ouais, alors j'allais vous dire en vous présentant l'équipe Île-de-France qu'il y a 2 joueuses qui ont été très intéressantes à l'attaque. C'est justement Rania Esgaillard, la numéro 12, mais également Aya Kelfaoui qui a fait un gros match, qui a fait 2 gros matchs d'ailleurs en phase de poule et qui a été laissé au repos par Théo Dufour sur ce 3e match de la journée. Alors évidemment, il a déjà 2 victoires au compteur. Donc il est forcément un petit peu avantagé dans cette poule de brassage puisqu'on conserve les résultats des matchs qu'on va disputer en amont. Mais le fait de ne pas voir Aya Kelfaoui, c'est assez surprenant parce que c'est un de ses meilleurs éléments à l'attaque, cette numéro 4. Peut-être aussi que quand on a un potentiel physique comme elle s'épuise peut-être un peu vite. Et peut-être que c'est un moyen aussi de mettre l'ensemble de son groupe dans la compétition et de faire une revue d'effectifs, comme on dit. Du coup, mais pour l'instant, on ne prend pas trop de risques puisqu'au niveau du score, pour l'instant, on est à 10-9 pour l'Île-de-France. Oui, absolument. Et on va retrouver Inaya Gleelo qui justement bénéficie de ce choix tactique pour être sur le terrain. Et on va la retrouver au service une fois qu'on aura fini le petit échange entre l'arbitre, Félix Gottschalk, et les 2 capitaines des 2 équipes, Maïna Anezo et Liselotte Noiret.
aussi une petite information donnée à l'entraîneur par la capitaine qui est aujourd'hui, maintenant les libéraux peuvent être capitaines et c'est un peu nouveau là, mais en tout cas très, très appréciable. Oui, c'est vrai qu'il y a pas mal de techniciens qui ont saisi l'opportunité qui leur a été donnée de mettre leur libéraux capitaine. Qui est souvent quelqu'un qui dirige le jeu en fait, qui soit le jeu arrière, mais parfois qui replace aussi les joueuses avant qui sont un peu dans la lune parfois, surtout à cet âge-là. Et donc c'est bien aussi de valoriser ce poste-là qui est un poste essentiel en volleyball. Oui, et puis alors l'aspect du novice que je suis me fait aussi penser que le fait qu'elle aille régulièrement sur le banc au contact du staff lui permet d'emmener à chaque fois de l'info sur le terrain quand elle revient. C'est peut-être aussi une des raisons. Je ne crois pas que tu sois si novice que ça, à ce que j'entends. C'est Anne Gavetta au service. 11-10 en faveur de l'Île-de-France. On vous rappelle que c'est l'équipe 3 de l'Île-de-France et que Théo Dufour nous l'a confié. On a fait des équipes en lien direct avec la performance de nos joueuses, de nos collectifs. Donc c'est la 3e équipe en théorie la plus forte d'Île-de-France. Pour ne pas dire la plus faible, mais en tout cas les joueurs peut-être les moins aguerris. Et on les retrouve là dans une situation très positive, même s'il nous a aussi avoué qu'en amical contre Île-de-France 2, de temps en temps Île-de-France 3 était capable évidemment de remporter la partie. Alors peut-être que si c'est Île-de-France 3, c'est peut-être que c'est un groupe qui fait plus de fautes que les équipes 1 et 2. Et peut-être que les équipes 1 et 2 sont beaucoup plus techniques, mais qu'il y a des qualités physiques à exploiter dans cette équipe. Ouais, et puis pour la Ligue Île-de-France, c'est important de préciser comment est-ce que le fonctionnement est actuellement, puisqu'on a aussi eu des époques où l'Île-de-France jouait géographiquement avec Île-de-France Sud, Île-de-France Ouest, pour faciliter un petit peu les regroupements de joueuses. Là, on est vraiment sur un niveau de performance au niveau de la grande région Île-de-France. Avec ces 8 départements, ils ont mixé pour pouvoir faire plusieurs niveaux et pas des niveaux qui sont liés au travail des comités. Oui, si je dis pas de bêtises, ça représente l'Île-de-France quasiment 25% des licenciés de la fédération. Oui, il me semble que je ne me souviens plus combien ils ont de licenciés. Là, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé les statistiques, mais c'est assez énorme. Après, c'est aussi la région la plus dense. Oui, c'est aussi la plus densément peuplée, effectivement, ouais, absolument. Alors là, moi, j'ai pas effectivement sur la sélection des l'Île-de-France pour savoir si c'est peut-être une équipe avec des catégories jeunes, des filles qui seraient de première année. On n'a pas cette information-là, mais on espère vous la donner prochainement si l'Île-de-France continue son parcours. Alors, on va retrouver Rania Esgaillère en 2. La bonne défense et elles sont présentes au bloc. Elle va prendre cette passe de transition. Peu académique mais efficace ce que fait Chloé Ascott. On renvoie pour une free ball. Par le centre encore une fois, poussé à 10 doigts cette fois-ci. C'était un peu haut cette feinte, ça va être pris. Ouais, la bonne défense de la libéraux, mais ça passe directement en face. Voilà. J'ai vraiment l'impression que Aura joue beaucoup au centre quand la passeuse est en situation maximum. Et quand elle est en situation minimum, joue beaucoup à l'aile. Et bien sûr utilise et exploite beaucoup la taille de Jayana. Elle attaque un petit peu longue là de Jayana Taquin. Et ça permet à l'Île-de-France de faire la course en tête dans ce premier set. 13-12. Quel plaisir en tout cas d'être à Angers pour le week-end pour cette édition 2024 des Volleyades. L'une des plus grandes compétitions de France, non seulement parce qu'il y a 23 équipes dans chaque catégorie, mais parce que les deux catégories jouent dans la même ville. 46 équipes engagées, 10 gymnases, 650 participants, dont pas loin de 500 athlètes. C'est vous dire un petit peu l'organisation nécessaire pour une compétition comme celle-là. Félicitations à la région Pays de la Loire pour cette organisation. Et on vient de voir une seconde faute directe de Jayana. Du coup, peut-être il peut y avoir un petit doute dans sa tête qui s'installe, en espérant que non, parce que ça nous permettrait de continuer à avoir un match intéressant et assez accroché. Ah, ça va redonner confiance après les 2 fautes précédentes. Mais je pense que vu sa jeunesse, elle se préoccupe pas forcément de ce nombre de fautes. Et dès qu'elle a un ballon, elle frappe. Et c'est aussi la qualité, l'avantage de la jeunesse. On ne se pose pas trop de questions. Ouais, c'est plus la passeuse qui peut un petit peu s'interroger sur le fait qu'elle continue de lui distribuer des ballons si elle n'est pas en réussite. Tout à fait.
Ouais, ballon touché au bloc, bien ralenti. Et on va pouvoir construire du côté de l'Île-de-France. C'est dommage que la libéro était bien placée. L'attaquant aurait dû lui faire confiance. Et nouvelle faute directe là pour Linon Langard. La précédente était dans le filet. Celle-ci est trop longue. Elle est en train d'essayer de trouver ses réglages, la joueuse du club d'Annecy Volleyball. Sachant que l'Île-de-France est en train de prendre un peu ses aises et en train de s'éloigner, là, en train de creuser le trou. Je pense que la passeuse va se poser la question de savoir si elle va pas redonner au centre pour essayer le tout pour essayer de faire tourner cette rotation. Ouais, service de Chloé Ascot. Peut-être pas le moyen. Ouais. 3 mètres. Il ne retombe pas suffisamment vite ce ballon de Rania Esgaillère. Prend un petit peu derrière elle. Dans l'idée, on ne va pas reprocher à la passeuse d'avoir sollicité une attaque derrière la ligne des 3 mètres. Tout à fait. Ouais, bon service. Une free ball. L'équipe de Aura qui devra essayer d'optimiser cette chance. Oh, c'était trop fort ça au niveau du centre, pas touché par le bloc, même si Théo Dufour est un peu surpris de la décision. Océane Diavenda là, qui s'est un petit peu enflammé sur l'intensité dans cette attaque au centre. On retrouve Jayana Daquin au service. C'est la libéro qui est obligée de prendre la passe sur cette réception trop moyenne. Défense qui va passer de l'autre côté du filet. Et la bonne défense là de Jayana Daquin. Une très belle. Encore une fois, le bloc d'Île-de-France très efficace. Hein. C'est vraiment leur point fort là, service bloc. Et elles sont souvent en situation de service bloc et très efficace sa centrale. Et souvent aussi à l'aile, elles sont souvent à l'heure et elles ferment souvent très bien le bloc. Donc bonne qualité de centrale là, sur cette équipe d'Île-de-France. Ouais, encore une fois, une réception qui est trop longue. Ballon qui est rendu profond. Et ça, c'est un ballon qui était vraiment hors de l'antenne et compliqué à gérer pour une droitière et pour Margot Franc. Pour les non-initiés au volleyball, hein, l'antenne, c'est la baguette rouge et blanche qu'il y a à l'extérieur du filet. Et quand le ballon touche cette antenne, eh ben, le ballon est hors jeu. Voilà, temps mort du côté de. Je crois que c'est Aura qui a pris le temps mort. Oui, parce qu'elles sont menées 17-15 dans ce premier set. Ouais. Mais je buvais avec attention vos paroles pour expliquer ce qu'est la mienne. C'est vrai qu'il faut qu'on essaye d'être de vulgariser un maximum tout ce qu'on observe, parce qu'il y a ce regard très expert que vous apportez, Pascal, mais il faut aussi qu'on soit capable de simplifier certaines situations, parce que le volley, en fait, quand on sait qu'on l'a pratiqué au collège, au lycée, ce qui est mon cas, c'est un sport assez simple, on joue à 6 contre 6, mais quand on rentre dans des schémas tactiques, dans des positions et des choses comme ça, ça devient très vite très complexe tactiquement. Tout à fait. Mais une fois qu'on s'intéresse, c'est quand même assez facile d'accéder à ce sport. On a vu là pendant le temps mort les explications des deux entraîneurs, et notamment l'entraîneur adjoint qui est Carole Mora, qui est l'entraîneur du pôle féminin de Lyon, qui est aussi une très grande joueuse contre qui moi je me suis heurtée souvent, qui jouait à Saint-Fond et qui était un gros club de Pro A et de M1 très longuement aussi. Donc voilà, l'expertise de Carole Mora pour aider l'entraîneur principal pour faire monter en compétence les nouveaux entraîneurs du volleyball. Ouais, le club de Saint-Fond qui est actuellement en élite féminine et qui jouera certainement demain soir. J'ai pas vérifié le calendrier en détail, mais un match de play-down en élite féminine. Elles étaient dans la poule C, si je ne dis pas de bêtises, poule B cette année en phase régulière, et puis elles ont manqué la qualification en play-off, mais elles joueront demain puisque la saison d'élite se poursuit. Très belle attaque de Élise Larry qui place ce ballon dans un espace qui est très difficile à défendre. Élise Larry qui fait partie du club formateur de la Vallée de la Grèce. On retrouve Margot Franc au service. Elles sont pas loin, les joueuses d'Auvergne-Rhône-Alpes, mais toujours une petite longueur derrière. Margot Franc du club de Forésienne, la Forésienne. Ouais, ça doit pas être loin de Saint-Etienne, ça. Ouais, dans le 42. Club qui émerge, parce que moi je connais pas trop ce club, mais plus des joueuses, ça peut être très intéressant.
On est à 17-16, 18-16 à l'instant pour l'équipe d'Île-de-France, grâce à cette attaque marquante. Donc, je disais à Julien que l'Île-de-France avait pris encore 2 points d'avance hein, grâce à sa qualité offensive. Et on va retrouver au service Inaya Glelo. Réception loin du filet qui oblige la passeuse à bouger et qui oblige surtout à attaquer à 3 mètres. Une joueuse qui n'est pas forcément hyper à l'aise. Elle est même presque plus qu'à 3 mètres, elle est presque à 6 mètres. Ouais, c'est vrai qu'elle était loin là. Elle a eu, voilà, après sur sa réception, même si c'est une récep plus que moyenne, hein, une récep moins on dira, et en fait elle a réussi quand même à garder, à pas perdre directement ce ballon, donc c'est quand même bien d'avoir eu la possibilité d'attaquer derrière. Ah ouais, une récep de bien meilleure qualité. Qui permet à l'attaquante de se lancer et d'appuyer son attaque. On va lui redonner. Et cette fois-ci, ça reste dans la bande du filet pour Élise Laric. Qui est très tonique, mais qui est quand même face à un bloc assez efficace qui est depuis le début de la partie, qui a marqué un certain nombre de points, au moins 5 ou 6 points au bloc. Donc difficile pour Élise Laric de trouver un angle qui lui permet d'éviter ce bloc qui est bien formé. 20-16. Inaya Glelo qui poursuit derrière la ligne de service. Ça fait 2 passages de suite où ça se passe plutôt bien pour elle. Et ces petites séries, évidemment, creusent l'écart. Bon service encore. Élise Laric qui récupère bien cette réception et qui essaye de chercher la petite diagonale parce que je pense qu'elle en a un petit peu assez de se faire bloquer. Mais qui cherche des solutions pour essayer d'éviter ce bloc. Mais en vain pour l'instant. La passeuse qui distribue bien et qui essaie de varier un petit peu pour pas mettre en difficulté sa joueuse là, qui se retrouve enfin en 1 contre 1. Ça défend fort du côté d'Île-de-France, ça défend fort aussi du côté d'Auvergne-Rhône-Alpes. Et ce rallye qui se poursuit. La petite femme qui marche bien. Alors c'était aussi le rôle d'Élise Laric de s'occuper de la passeuse qui est avant et qui doit s'occuper de ça, et puis à libéraux de surveiller le cœur du terrain. Ouais, la malice de la passeuse qui permet désormais à l'Île-de-France d'avoir 5 points d'avance, 21-16. Encore une fois, c'est pas un manque de qualité technique d'Élise Laric, mais vraiment une qualité de placement du bloc et d'efficacité, de timing pour essayer de venir fermer l'angle préférentiel d'Élise Laric. Ouais, on est sur un petit resserrage de lacet là pour Linon Langard, alors que l'arbitre n'avait pas sifflé. Je pense que la passeuse va chercher à un peu varier son jeu en essayant pour pas essayer de mettre en difficulté Élise au poste 4, et elle va essayer, si elle peut, en tout cas en fonction de la qualité de récep, essayer de jouer un peu plus à l'aile droite. Ouais, elle n'aura pas l'occasion. 22-17, toujours à 5 points d'avance pour l'Île-de-France, et on va repartir au service du côté d'Auvergne-Rhône-Alpes avec Linon Langard. Service trop long de la part de la numéro 9 de la région Aura. Et on se rapproche de la fin de ce premier set, 23-17. Tout à fait. On va retrouver Océane Diavenda au service. Une bonne préparation. C'est très bon service. Court. Ouais, là, sur cette qualité de passe, effectivement, le contact n'était pas suffisamment propre de la part de Margot Franc. Elle a pris cette balle à une main, mais elle a conservé le ballon trop longtemps en contact avec sa paume de main. L'entraîneur de l'Île-de-France, Théo Dufour, qui essaye d'avoir le public avec lui et avec son équipe pour essayer de finir ce set dans les meilleures conditions. Ouais, 24-17, on met sur la première balle de set. Le bloc qui travaille bien, un ballon qui reste en vie et qui va revenir. La bataille de l'Île-de-France pour essayer de finir ce set. Ouais, c'est bien déposé dans la zone de conflit. La balise du côté de Aura pour essayer de gérer l'organisation défensive de l'Île-de-France. Le retour de Jayana Daquin pour amener de la taille au bloc sur la ligne avant. La
réception moyenne, mais elles vont avoir une occasion de finir ce premier set et c'est chose faite avec Rania Esgayer qui donne ce premier set à l'Île-de-France 25-18. Eh bien écoutez, le rêve continue pour cette équipe 3 de l'Île-de-France qui a déjoué tous les pronostics ce matin en phase de poule et qui mène un 7-0 face à l'Auvergne-Rhône-Alpes. Un petit détour par les partenaires et on sera de retour ici à Athlétis 2 pour ce dernier match de la première journée des Voléades. À tout à l'heure. Citizen. Do you understand what you're witnessing? You cannot tell what the difference is. I want it all and I'm winning it. I do not care about opinions. Time to make a few decisions. So I can take a position. Solve it straight to the top. I can't see myself. À tous ceux qui font le sport, le Crédit Mutuel donne l'élan. Un grand plaisir d'être en Anjou dans ce département du Maine-et-Loire pour ces Voléades 2024. Et puis juste avant que les deux équipes reviennent sur le terrain, c'est l'occasion pour nous aussi de remercier les différents moyens techniques de la Fédération française de volley qui nous permettent d'avoir un streaming d'une telle qualité. Vous l'avez découvert au cours de ce set, les ralentis. Alors évidemment, on est sur encore un projet un peu expérimental. On est en train de gérer le temps de calage des ralentis, mais vous découvrez que les ralentis aussi arrivent dans ce streaming fédéral. Tous les moyens fédéraux, les cadreurs pilotés de main de maître par le grand boss Arnaud Bessa, qui est à la réalisation, au montage, au pilotage, à la gestion des cadreurs. Bref, un vrai boulot d'expert. Voilà, un vrai chef de projet. Allez, le premier set pour cette équipe 3 de l'Île-de-France. On va voir si cette équipe d'Auvergne-Rhône-Alpes, alors il y a aussi un peu le désavantage pour elle de découvrir ce gymnase, découvrir cette salle, alors qu'Île-de-France a déjà joué 2 matchs ici. Tout à fait. Mais ça fait partie du sport, cette capacité d'adaptation systématique. Tout à fait. Avec aux commandes de la sélection d'Auvergne-Rhône-Alpes, Hector Monnier et Théo Dufour sur l'Île-de-France. Ce sont les entraîneurs des deux sélections en présence. Allez, premier service pour Élise Larek. Il est trop long. Et ce premier point du deuxième set qui tombe dans l'escarcelle de la sélection Île-de-France. Et on va retrouver au service Lara Eredjine, la passeuse de cette sélection Île-de-France, souvent élue par Théo Dufour comme première serveuse de son équipe. Elle vient de le démontrer. Voilà. C'est un service au moins de 45 ou 50 km/h. Là, si je devais mettre mon radar, d'ailleurs, je verrai si demain ça fonctionne de là où on est pour qu'on se rende compte un peu des vitesses de balle auxquelles doivent s'affronter les réceptionneuses. Ouais, sur un service flottant par rapport à ce qui se passe dans le monde professionnel, on est bien en dessous, forcément. Voilà, oui, bien en dessous. C'est entre 80 et 90 km/h sur un service flottant. Ça peut aller bien au-dessus pour un service matché comme Paola Egonou qui doit être pas loin des 100 km/h.
Je me demande si le record féminin a pas déjà dépassé la barre des 100, en même temps vers les 110, quand on sait que chez les masculins, on a certains records au-delà de 130, 132, 136 pour les plus puissants. Après, tout est aussi une question de trajectoire, de ballon qui retombe. Et ça, c'est ce que fait très bien pour l'instant Lara et Regine. Belle défense. Le numéro 12, Rania. Gauchère en 4. Et Ribeiro qui va pouvoir rendre ce ballon assez loin dans le terrain. On va passer par le centre avec Jayana Daquin, défendu. En 2, ça va passer avec Ansara Boli. Sur cette passe arrière, ouais, c'est pas forcément le geste technique le plus simple. Non, en volleyball, c'est sûr que ça demande une technicité importante et beaucoup de travail. Et aussi la capacité à attaquer en 2 aussi complexe parce qu'il faut laisser passer le ballon quand on est droitière sur son épaule droite. C'est pas toujours évident. Il y a beaucoup de joueuses qui n'aiment pas trop jouer à ce poste parce qu'ils sont moins à l'aise qu'en 4. Le ballon arrive directement sur l'épaule droite. Et le block-out trouvé par Rania Esgayer. Et confirmation du choix tactique, en tout cas dans le 6 de base, de laisser Aya Kelfaoui sur le banc du côté de Théo Dufour. Ouais, on est déjà à 5-0 pour l'île de France, d'où ce petit temps mort du côté Aura. Ouais, c'est vrai que ça va vite dans les deux sens, mais quand on a une bonne serveuse comme ça qui enchaîne une série et qui prend confiance, si la réception ne parvient pas à s'adapter, ça peut vite chiffrer très lourd. Bah, souvent du côté réception, quand on prend 2 réceptions d'affilée, on perd 2 fois la réception, on essaye de changer l'organisation de la réception. Soit on enlève une joueuse de la réception pour en mettre une autre, pas forcément sur un changement, mais simplement en changeant la position des joueuses pour essayer de perturber le service adverse et essayer de trouver des solutions, en tout cas pour essayer de reprendre la main et reprendre du service. Allez, on retrouve Lara et Regine, toujours derrière la ligne de service. Encore un très bon service. Et à l'attaque, ça continue aussi pour Ansara Boli. Confiance plus du côté de l'Île-de-France en ce moment. Il va falloir trouver des solutions du côté Aura. Parce que 6-0, ça devient difficile à combler en fin de set en tout cas. Donc il va falloir très vite trouver des solutions. Mais j'avoue que la qualité du service de Lara est quand même impressionnante. Ballon rendu. On va pouvoir construire quelque chose du côté de l'Île-de-France. Oh, c'est bien joué ce petit coup de patte là pour aller chercher le block-out. Ballon qui finit dans l'antenne. Ouais, c'est très bien géré parce que la passe était un petit peu dans le fil. Elle croisait, ce qu'on dit, la passe elle devrait pas aller directement sur la bande blanche. Et là, elle a bien négocié ce ballon qui fuyait un petit peu. Voilà, encore beaucoup moins rapide ce service, mais dans l'intervalle entre deux réceptionnistes qui a posé des difficultés encore à la réception Aura. On continue de chercher en 2. Ansara Boli et nouveau point inscrit par Rania Esgayer. Bien, l'addition commence à être relativement lourde. 8-0 au tableau d'affichage en faveur de l'Île-de-France. Difficile de trouver des solutions quand on n'arrive pas à tourner une position. Du coup, Hector Monnier qui s'est même assis pour essayer de chercher une solution avec Carole Mora. Tout à fait. Pour essayer de prendre l'expertise de Carole, mais là, même avec l'expertise, c'est libérer le geste qui permet de libérer l'équipe. Ça, c'est un peu connu. Et, ils vont pouvoir enfin souffler, mais va falloir bien gérer son service pour ne pas refaire plonger son équipe et se remettre en situation de réception. Donc, importance de garder son service. Donc la gestion risque-sécurité là est assez importante. Avec Clara Angelman avec sa patte gauche qui a peut-être pris confiance avec cette attaque à longue ligne. Tout à fait. Oh, magnifique bloc de Jayana. Ouais, belle hauteur d'intervention et peut-être que la machine de la région Auvergne-Rhône-Alpes va se mettre en route. Et puis on vous donne rapidement le programme de demain matin. On ne connaît pas encore tout le programme de la journée. On basculera sur les garçons ici sur le terrain principal. À 9h30, Île-de-France 1 face à Bretagne 1. Et puis à partir de 11h,
Grand Est 1 face à Auvergne-Rhône-Alpes 2. On aura évidemment les garçons demain sur ce terrain principal et on vous communiquera soit ce soir dans l'émission, soit demain en cours de journée la suite du programme, puisqu'évidemment c'est dépendant des résultats dans les poules, des différents croisements qui vont arriver. Et pour tout ça, on peut faire confiance à la sportive et au superviseur fédéral Michel Cozy qui suit ça de main de maître du côté du bureau de la sportive. 9-2 du côté de l'Île-de-France. Allez, Rania Esgaillard au service. Allez, bon service, mais belle réception cette fois-ci de Lily Forestier. Et ce ballon qui est donné bon, annoncé bon pour Linon Langard. Alors vu d'ici, ça paraissait... Ouais, ça paraissait un peu long vu d'ici, mais on n'a pas forcément encore une fois la bonne perspective. Et alors on va avoir une jeune joueuse avec un gabarit intéressant, Maëva Honorien, qu'on n'a pas encore vu prendre la place de Chloé Ascot. Ouais, quand on mène autant, on peut se permettre de donner du temps de jeu à celles qui ont un peu moins, à elle de prendre sa chance. Alors là, on est sur une fille, c'est les mots de Théo Dufour évidemment, une fille avec un gabarit et des qualités athlétiques très intéressantes, mais qui découvre le volley. C'est la raison pour laquelle aussi on est vraiment en train de la placer sur le terrain à l'endroit auquel il faut qu'elle soit. Voilà, elle semble un peu perdue d'ailleurs, elle semble un peu avoir besoin beaucoup d'aide, mais s'il la fait rentrer sur le terrain, c'est qu'il croit vraiment en elle et qu'il espère pouvoir l'amener assez loin dans la compétition, voire dans une carrière. Voilà. C'est bien, de la part de Théo Dufour, c'est vrai qu'on peut se dire pourquoi elle joue alors qu'elle n'a pas le niveau technique. C'est justement, si on la fait pas jouer, elle ne pourra jamais l'obtenir. Donc il lui donne sa chance, elle essaye de la prendre, elle est encore à l'écoute des conseils de son coach. Et on lui souhaite beaucoup de réussite pour la suite de son évolution. Ouais, c'est aussi la magie un peu de cette compétition, de se dire que même si on a pris sa première licence à la Fédération française de volley au mois de septembre, on peut se retrouver à jouer les volleyades. Ouais. C'est un peu l'équivalent du championnat de France des régions, même si c'est pas officiellement une compétition de championnat de France, mais c'est un peu ça. C'est les meilleures régions de France qui s'affrontent. Excellente défense du côté de France. L'échange qui se poursuit cette fois-ci, elle a essayé le petit ballon tactique là-dessus, Élise Laric, ça n'a pas marché. Alors on va pousser en 4, mais là elle nous a fait une attaque pied au sol, Inaya Gleelo, parce que le ballon était un peu loin du fil. La sélection Aura qui reprend un petit peu confiance, qui vient de marquer 5 points. On est à 5-11, il va falloir revenir. Et l'effort pour revenir va peut-être être un peu difficile après pour la fin de set, mais rien n'est joué au niveau féminin, tout est possible. Ouais, pas forcément en confiance là-dessus, Inaya Gleelo, après son loupé. Et un ballon qui est annoncé hors des mires, hors de l'antenne. C'est la deuxième passe de suite où elle est un peu trop poussée, du coup il va falloir qu'elle se pose un petit peu pour essayer de donner des passes de meilleure qualité pour que les attaquantes puissent s'exprimer. Et regardez, on a appelé sur le banc Aya Kelfaoui. Des deux côtés, là, la passe est un peu irrégulière en ce moment. Et on cherche l'attaque à 3 mètres et c'est bien géré ça par Rania Esgaillard. 12-6 en faveur de cette équipe 3 de l'Île-de-France. Et on retrouve celle qui a fait beaucoup de mal au service dans le set précédent, Inaya Gleelo. On rappelle que l'Île-de-France a remporté ce premier set si vous nous rejoignez à l'instant. Soyez les bienvenus sur ce streaming de la Fédération française de volley pour cette édition 2024 des Volleyades. Un service qui semble pas complètement maîtrisé, mais qui fait mouche en tout cas. Oui, sur la ligne de stade, ça compte comme un S, il n'y a pas de doute. Et même si techniquement, je pense qu'il y avait un petit problème de qualité de frappe, mais ça marque. Bien plus maîtrisé là déjà. Le ballon rendu. Oh, ça, c'est une faute qu'on va qualifier d'évitable. Oui, je pense que c'est des fautes qui font très mal au moral aussi d'une équipe, parce que c'est des fautes qu'on doit absolument gommer pour reprendre confiance. Tiens, ça va faire plaisir à tous les supporters grenoblois à l'arrivée sur le terrain d'Alice Mahé à la place de Laura Barthès.
l'entraîneur hein, Hector Monnier qui cherche des solutions pour essayer de recoller au score. Alors il n'y a pas 3 services là, il n'y en a pas un qui s'est ressemblé là parmi les 3 derniers de Inaya Glielo, mais les 3 ont été efficaces. Ah, Bonne attaque mais belle défense. Et un ballon rendu. comment ça peut appuyer à l'attaque côté Aura. Voilà. Un ballon qui est très haut dans cette salle athlétisme mais trop long pour qu'Inaya Glielo puisse le ramener. Et ça fait toujours 14-7, hein, 7 points d'avance, mine de rien pour l'Île-de-France. La sélection Aura qui n'a plus rien à perdre, hein, puisque là, quand on est mené autant, on essaye de prendre sa chance. Donc c'est peut-être pour ça qu'on voit un peu plus les attaquantes appuyées sur la balle, mais toujours un manque d'efficacité hein, sur leur service. Ouais, et puis finalement, quand on voit le scénario de ce match et le contenu, on se dit que l'excellente performance d'Île-de-France 3 en poule ce matin était peut-être pas tant une surprise que ça, puisqu'elles sont en train de confirmer dans cette poule de brassage pour l'instant. Tout à fait. Alors c'est un peu bas, mais qui accroche le filet, qui permet de récupérer la balle. Ballon rendu. Ouais, c'était malicieux ça de la part de Lara et Regine, mais bien suivi de la part de la sélection Aura. Qui essaye de trouver aussi des solutions parce que les attaquantes pour l'instant ont du mal à finir leur point, donc essayent d'alterner jeu en 4 deuxième main. Une sélection de l'Île-de-France qui joue quand même peu au centre hein, quand même. Bah, là c'est vrai qu'avec Maëva Honorien qui est la centrale sur la position avant, on sait hein, du côté de Lara et Regine, c'est pas forcément l'assurance tout risque. C'est ça, mais bon, ils mènent donc peut-être. Pour la beauté du sport. Ouais. Pour mettre en confiance une autre attaquante. Bon, voilà, donc elle lui donne quand il faut forcer le centre, là, où le timing doit être vraiment parfait. En situation minimum, donc c'est un peu difficile pour la centrale de pouvoir s'exprimer quand même. Un peu de frustration là de la part de Rania Esgaillère, frustrée tout à l'heure de son attaque dehors. Qui est un peu sursollicité là en ce moment, mais bon, c'est sûr que. En mort. Étant demandé par Théo Dufour parce que l'avance est toujours significative. 15-9 en faveur de cette sélection Île-de-France. Mais vous le savez, ça peut fondre comme neige au soleil avec une bonne série au service en face. En tout cas, ça fait toujours 6 points d'avance pour une très belle équipe Île-de-France 3 qui nous surprend. Qui mène 15-9. Ouais, et puis c'est sympa de voir que Théo Dufour fasse rentrer une joueuse comme Maëva Honorien, de laquelle vraiment il nous a dit beaucoup de bien hein, sur les qualités physiques, mais on le répète, c'est une joueuse qui a tout à découvrir, tout à apprendre du volley. Oui. C'est aussi son rôle hein, de donner la chance à une joueuse de lui permettre de découvrir ses capacités. Alors là, le bloc va tomber dans le terrain, mais mine de rien, c'était pas inintéressant. Elle a été sollicitée dans le jeu. On va reprendre les propos de Kevin Tilly hier soir, hein, qui nous disait quand il est arrivé au Volleyad en 2005, il y est arrivé en tant que 3e passeur, 2e libéro. Et il a bénéficié de quelques blessures pour finalement grappiller un peu de temps de jeu avant de réaliser la carrière qu'on lui connaît. Mais surtout d'être convaincu que le volley était son sport, puisqu'il avait cette hésitation entre le volley et le basket à ce moment-là. Le sport de haut niveau, c'est aussi de la patience. Hein. C'est aussi d'accepter d'être le dernier en commençant pour être le premier en finissant. Et puis on va faire revenir sur le terrain Chloé Ascott. Ça donnerait un petit peu plus de solutions à la passeuse. Hein. Parce que quand même, la sélection Aura vient de raccrocher au score, hein, même si là, ils viennent de faire une faute. Ouais, puis le petit changement qui coupe un peu le bras de la serveuse. Tout à fait. 16-11 en faveur de cette région Île-de-France. Et on voit la zone là qu'a indiqué Théo Dufour. Chercher un petit peu l'intervalle entre le poste 1 et le poste 6. Par là-bas. Plutôt bien exécuté. Passe de transition pour Agnès Gaillère.
Magnifique, magnifique cette attaque du poste 4. Elle a repris confiance, la numéro 12 de cette sélection Île-de-France. Tout à fait. Bien appuyé sur le ballon. Une attaque puissante entre le poste 1 et le poste 6. 17-11 pour l'Île-de-France. Alors qu'on voit le conciliabule là, entre Théo Dufour et son adjoint pour essayer de trouver évidemment la solution pour conclure ce match. Ils sont en position favorable, mais il reste 8 points à marquer. Et on le dit souvent, ce sont peut-être les 8 points les plus difficiles d'un match. On va arriver au money time là, mais bon, il a quand même un petit peu de marge quand même pour finir, mais on ne sait jamais. 18-11 et on retrouve l'excellente serveuse Lara Eregin au service. Je chercherai toujours la zone 1-6. 6. Le ballon rendu. Elle va enchaîner Rania Esgaillère. Il y a quand même énormément de ballons. Cette joueuse là, poste 4. Un petit peu de bas. Mais bon, ouais, c'est sûr que les centrales ne sont pas complètement prêtes à accueillir le ballon. Et du coup, la passeuse, elle veut varier, mais elle n'a pas la joueuse au bout qui est prête à, en tout cas, conclure le point. Donc c'est la sélection Aura qui en profite. Elle a déployé ses grandes tentacules, la Jayana Daquin, pour aller chercher ce ballon et marquer ce 12e point pour la sélection Aura, mais qui a toujours 6 longueurs de retard. Et désormais 5 avec cet excellent service de Clara Angelman. On rappelle que la numéro 4, donc Madame Daquin, Mademoiselle Daquin et encore Benjamin. Moins de 13 ans. Dommage, elle était très bien placée. Ce service était très bien placé, mais un petit peu trop long. Et on retrouve au service Rania Esgaillère, la numéro 12, l'une des attaquantes prioritaires sur le terrain pour l'Île-de-France. 19-13. Réception à 10 doigts. Un service qui était profond. Elle relance de la centrale qui mérite ce ballon. Il y a un sujet quand même entre Chloé Ascott et la bande de ce filet, parce qu'elle nous l'a fait ce matin au service, là elle nous le fait sur l'attaque. Alors vous voyez quand elle est arrivée dans le gymnase ce matin, ça y est, avec la bande du filet, ils se tutoient maintenant. Ils sont grands amis. J'ai l'impression que la passeuse en fait aimerait lui donner un peu plus vite et qu'elle est un petit peu en retard sur son timing, alors qu'elle a les qualités physiques pour être à l'heure, pour être dans le timing. Et du coup, c'est ce qui fait qu'elle accroche à chaque fois la bande de blanc. Et ça lui réussit plutôt bien. Ouais, et puis elle a le sourire sur le terrain. On voit qu'il y a aussi cette notion de plaisir qui est au cœur de tout ce projet. 14-20, on arrive dans le money time du côté de France. C'est Aura qui sert. La bonne réception qui fait un petit peu bouger la passeuse, mais on va pouvoir rendre ce ballon à Inaya Glielo qui est défendu. Oh, belle passe de relais de Jayana. Pourtant, c'est dommage que ça finisse par une faute. Linon Langard qui a fait une faute pas dans le bas du filet, mais dans le milieu du filet. C'est dommage, un petit peu un manque de patience peut-être aussi de ces joueuses d'Auvergne-Rhône-Alpes qui ont envie de conclure trop vite le point. Oui, peut-être un peu de frustration aussi d'être aussi loin au niveau du score. Et Hector Monnier, l'entraîneur, qui essaie d'être proche de ses joueuses pour essayer de trouver des solutions et de les soutenir dans la difficulté. Elle avait oublié la boussole et le GPS à l'Ismae pour essayer de situer ce ballon. Et ça permet à l'Île-de-France de creuser 22-14, plus 8 désormais pour la sélection de Théo Dufour. Une sélection de la Ville-de-France qui s'amuse et qui, entre joueuses qui prennent beaucoup de plaisir. La difficulté, c'est de rester sérieux jusqu'au bout quand on mène autant. Je pense que ce sera le cas. Un peu de réussite aussi du côté de l'Île-de-France, malgré une technicité un petit peu hasardeuse. Ouais, et puis ce qui est curieux ou flatteur à la lecture de cette performance, c'est que l'une des deux meilleures joueuses que l'on avait constatées lors de la phase de poule est sur le banc et qu'elle n'a pas mis un pied sur le terrain, Aya Kelfaoui. C'est qu'il a de la réserve, qu'il a du banc et des options tactiques aussi. Tout à fait. On sent beaucoup la marge la marge de cette équipe, mais ce qui confirme un peu la grande réussite en ce moment sur cette compétition. Ouais, 23-14, le temps mort demandé par Hector Monnier. C'est un petit peu la dernière chance pour essayer d'inverser ce match, même si on dirait bien que le mal est fait. Ouais, tout à fait.
Alors, on vous le rappelle, hein, c'est le dernier match de cette première journée des Volleyades ici à Angers. Et qu'on vous donne rendez-vous un petit peu plus tard ce soir. Alors ce sera aux alentours de 20h30 qu'on vous fera vivre la rétrospective de la période 2011 à 2016 des Volleyades. On fête non pas la 20e édition puisque le Covid est passé par là, mais les 20 ans de la première édition des Volleyades. C'était en 2004 à Bordeaux. Je suis sûr que vous avez suivi ça avec grande attention. Une édition où Benjamin Tonutus avait fait le déplacement de l'Alsace jusqu'à Bordeaux, puis un 3e avec la sélection alsacienne. Oui, puisqu'à l'époque, on jouait avec les anciennes régions. Et on continuera à vivre tous ces moments, cette rétrospective. On parlera également de détection, d'arbitrage, d'un manga qui arrive en France au mois de juin. Et puis évidemment de cette première journée bien remplie et de ce que représente l'organisation des Volleyades. On aura notamment la présidente de la Ligue des Pays de la Loire de volley, Françoise de Bernon, qui sera avec nous ce soir. Formidable. Un tombeur efficace du côté aura. Victor Monnier a réussi à faire changer l'avantage de son côté. Mais est-ce que ça suffira pour revenir au score? En tout cas, ça relance un peu son équipe. Ça, c'est une belle petite diac qui a trouvé la Linon Langard. Ah, et annoncé dehors par l'arbitre. Alors là, c'est coup de massue pour la sélection d'Aura qui avait quand même réalisé une belle performance en cherchant cette petite diagonale. Élise Larric qui doit être un peu frustrée. Allez, balle de match. Balle de match 24-15 pour Île-de-France 3. Le bon service d'Ansara Boli. Ouais, la belle attaque, c'est défendu à 10 doigts. Belle combativité quand même du côté Aura. Essayer de rester sur le terrain le plus longtemps possible. Oh, la bande du filet, mais il y a de la combativité. Il y a eu un sacré impact là entre deux joueuses d'Île-de-France, le jeu qui se poursuit. Ah, sur une balle de match, on sent pas la douleur et elle va venir par mettre le bloc là-dessus. Océane Diavenda. C'est le principal de cette sélection qui finit le point, c'est le bloc de l'Île-de-France qui a fait tant de mal à cette sélection Aura. La victoire de cette équipe 3 de l'Île-de-France face à Auvergne-Rhône-Alpes. C'était le dernier match de cette journée de vendredi. Demain matin, à la suite des poules de brassage, nous on va basculer sur la compétition masculine ici sur le terrain principal. Les matchs, c'est à partir de 9h30. On vous donne le rendez-vous ce soir pour l'émission rétrospective Les 20 ans des Volleyades. Merci à tous ceux qui nous ont suivis tout au long de cette journée. Puis on se réjouit, Pascal, de se retrouver demain pour la deuxième journée. Avant dimanche, le grand final en apothéose ici à Angers. Et plus précisément dans le gymnase des Ponts de C, le gymnase Atlantis. Merci beaucoup. Avec plaisir.